Bien, bonjour, merci d'être là pour ce webinaire sur la maintenance d'une base HDS dans le cadre de notre série sur la maintenance d'un projet PCVU. Je suis François Flèche du service marketing et je suis accompagné aujourd'hui de Philippe Ogonnet qui sera à la manette pour la partie démonstration. Bonjour Philippe. Alors, sans plus attendre, nous débutons cet épisode qui est donc, comme je le disais, le dernier de la série sur la maintenance d'un projet PCVU. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la maintenance d'une base HDS, Historical Data Server, qui est donc le module qui permet l'archivage des données de PCVU. Alors, dans ce webinaire, nous allons aborder tout d'abord une vue d'ensemble du HDS. Euh, Comment est-ce qu'on peut gérer une base de données avec l'outil Database Manager? Comment est-ce qu'on peut faire de la redondance de base de données? Et qu'est-ce qu'on entend par plan de maintenance et comment on peut les mettre en œuvre avant de voir, au travers d'un cas pratique que nous présentera donc Philippe, comment toutes ces notions peuvent être appliquées dans PCVU, comment ça se traduit concrètement sur un projet PCVU. Donc HDS, alors le HDS, bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, hein, ce sont des rappels. Donc HDS, c'est pour Historical Data Server, c'est le module d'archivage vers base de données de PCVU. Donc c'est un module qui est natif dans PCVU et qui permet d'archiver vers une base SQL Server. Et encore une fois, avec une gestion native et complètement optimisée des connexions vers la base et des échanges avec cette base. Une gestion de la redondance des bases qui est aussi intégrée et disponible pour l'archivage. Un gestionnaire de base de données qu'on appelle le Database Manager, dont on va parler plus tard, et la possibilité de gérer, de créer et de déployer des plans de maintenance de base de données. Donc le HDS, c'est vraiment le module pour faire de l'archivage complet. Alors, pour maintenir ces bases alimentées par le HDS, PCVU vient avec un outil qui est appelé le Database Manager, qui est donc un outil de gestion de base de données intégré à PCVU et qui permet de faire un certain nombre d'opérations sur les bases de données alimentées par PCVU. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, accéder, visualiser aux données de vos bases de données, éventuellement modifier du contenu ou des propriétés de ces bases, effectuer des réplications, configurer et effectuer des réplications entre bases de données, et faire toutes les opérations inhérentes à une base de données, comme le compactage, la suppression, la purge, etc. Également, vous pourrez gérer les éléments de sécurité et faire des déplacements de base de données. Donc finalement, cet outil de base de données, ce Database Manager, permet vraiment de gérer l'ensemble des éléments euh, d'une base de données alimentée par PCVU. Ensuite, pour gérer les bases de données, je l'ai évoqué précédemment, il est possible de gérer, de créer et de déployer ce qu'on appelle des plans de maintenance, qui sont finalement des actions séquencées ou non sur les bases de données. Donc ce sont des actions, pas aussi des tâches, donc ce sont des tâches de type purge, export, défrag, euh,
compactage, etc. Et chacune de ces tâches est associée à une base. Évidemment, on peut faire des plans de maintenance pour plusieurs bases. Il est possible de créer plusieurs bases de données, de gérer plusieurs bases de données, et donc de déployer un plan de maintenance pour chacune de ces bases. Et ce plan de maintenance va consister à l'exécution d'une ou de plusieurs tâches de maintenance parmi celles que j'ai mentionnées précédemment. Et de la sorte, on peut, depuis PCVue, gérer de manière automatisée ou manuelle des plans de maintenance et des actions de maintenance sur des bases. Alors, dans les différents cas d'usage d'un besoin de maintenance de base, on a plusieurs scénarios, plusieurs cas d'usage. La réplication de bases de données. Donc, par exemple, on a une architecture dans laquelle on a deux serveurs d'historisation distincts qui vont donc archiver des données. Il peut être nécessaire de synchroniser les données de chacune des bases et donc de faire une réplication des données entre les bases. Le cas d'un plan de maintenance, donc j'ai évoqué les plans de maintenance donc, juste avant, avec par exemple la possibilité de faire un export des données qui sont en base. Et enfin, un autre cas de figure qui peut se présenter, c'est le diagnostic. Comment est-ce qu'on diagnostique ce qui se passe en cas de déconnexion, par exemple. Donc là, on verra qu'il y a un système de traces et de variables système qui vont nous aider à établir un diagnostic et prendre la bonne décision pour reprendre les conditions normales d'opération de la base. Voilà, donc j'ai fait un petit tour assez bref du paysage de la maintenance des bases avec HDS. Et maintenant, je vais laisser la main à Philippe qui va nous montrer tout ça sur un PCVue. Donc, Philippe, je te passe la main. Voilà, c'est à toi. Merci François. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais donc vous montrer de façon pratique les différentes notions qu'a présentées François jusque-là. Donc pour vous montrer d'abord le fonctionnement du Database Manager, classique François l'a indiqué, qui permet de gérer des bases de données, de visualiser les données également stockées dans les tables, de pouvoir gérer éventuellement plusieurs bases de données et de pouvoir réaliser différentes actions dessus. Donc on y accédera par les menus de PCVue, donc classique, arc informatique, aller chercher donc Database Manager, version 15 ici. Donc vous avez une interface de présentation qui va permettre de se connecter à des bases de données, donc soit sous Access, soit Microsoft SQL Server. On va prendre le cas donc, de figure avec des bases de données SQL Server. Vous êtes à la racine, vous allez pouvoir notamment ajouter les bases donc, que vous voulez connecter avec le Database Manager, donc par la fonction ici ajouter. On va paramétrer donc les paramètres de connexion à la base de données, donc à l'identifier déjà dans un premier temps le serveur de base de données avec le nom de l'instance. Donc ici, moi, je vais travailler sur une instance SQL Express. On va également donc indiquer l'authentification, soit par authentification Windows, soit par authentification SQL Server pour se connecter à la base. Donc en renseignant dans le cas de l'authentification SQL Server, je vais pouvoir répondre un compte avec un mot de passe, et puis ensuite donc identifier également la base de données à laquelle je vais me connecter. Donc je vais utiliser en fait deux bases de données pour la démonstration. La première base à laquelle je vais me connecter donc sera ma base principale. Je la vois du coup apparaître dans la liste
des bases auxquelles le Database Manager s'est connecté et je vais pouvoir donc accéder à ses propriétés et à différents éléments. Donc en déployant, j'ai notamment accès à la liste des différentes tables. Donc les tables utilisées par HDS, la table de données de tendance et la table de données de consignation. Si j'accède plus spécifiquement à la table de tendance, par exemple, je vais avoir la possibilité ici de voir les données contenues dans la table de ma base de données en, par exemple, sélectionnant, comme on pourrait le faire sous SQL Management Studio, les 1000 dernières lignes, exécuter pour réaliser donc l'ensemble des données qui sont stockées dans ma table de tendance. Avec les différents champs correspondant à cette table-là, on pourra noter entre autres que pour le champ TS, donc concernant l'eurodatage, en fait, l'eurodatage c'est en heure UTC, d'où le décalage par exemple avec les heures en fait indiquées ici, donc le 11h41 correspondant à une heure UTC. Donc ce sont des données en fait qui ont été générées à 13h41, donc vraiment tout récent. Voilà, donc sur ma base de données, j'ai accès, si j'accède par clic droit sur la base de données directement, j'ai la possibilité d'accéder aux différentes actions que je peux réaliser sur cette base. Donc la possibilité par exemple de l'enlever du gestionnaire Database Manager. Si je fais supprimer, ça va la supprimer complètement. Attention. Également des actions donc, de compactage, de consolidation donc, pour gérer de la réplication, ce qu'on va voir juste après. Faire des actions également, donc à détacher la base si on l'avait précédemment attachée, pour au cas où on veut par exemple déplacer la base de données, l'affecter à une autre instance, ou la changer d'endroit sur le serveur. Donc si je m'intéresse plus spécifiquement à la consolidation, ou à la réplique, ou plus autrement dit la réplication, donc la possibilité en fait d'échanger et de recopier des données d'une base à une autre, pour le cas où j'aurais par exemple deux bases qui seraient censées avoir des données homogènes, identiques, et pour une raison, l'une d'elles n'aurait pas été actualisée par rapport à l'autre, on a la possibilité donc d'utiliser les mécanismes dits de consolidation pour faire cela. Donc, pour paramétrer ça, en fait, on va donc ajouter une deuxième base à partir d'ici. Donc, je vais aller chercher ma deuxième base de données, donc qui se trouve sur le même serveur. Je spécifie également les identifiants de connexion. Et puis, donc, je vais aller chercher la base concernée. Donc là, ce sera ma base secondaire que je vais ajouter dans le Database Manager. Donc, il voit actuellement les deux bases de données. Alors, pour la deuxième base, en fait, contrairement à la première, donc à la base principale qui est actuellement alimentée par PCView, donc qui stocke des données, la deuxième base, elle n'est pas connectée. Donc, si je vais voir les données dans la table de tendance, je verrai en fait que mes dernières données sont plus anciennes, donc date du d'aujourd'hui, mais 10h41 plus 2 heures, donc ça fait, en fait, elle date déjà d'il y a une heure. Donc toutes les données qui ont été générées depuis une heure ne sont pas présentes dans cette base, alors qu'elles le sont dans ma base principale. Donc je vais pouvoir en fait, à partir de mon outil de consolidation, pouvoir faire une réplication des données afin de compléter la base secondaire à partir de la base primaire. Donc pour cela, on va aller donc sur la racine consolidation, ajouter à partir d'un wizard le nom de l'objet réplication. Et ensuite, je vais indiquer donc, les bases de données sur lesquelles il va agir. Donc, prendre successivement les bases de données existantes. Je vais indiquer la table sur laquelle je vais travailler, en l'occurrence, ce sera la table des tendances. Et puis, donc, aller configurer la deuxième base de données.
dans laquelle je vais également sélectionner ma table de tendance. Donc j'ai actuellement les deux tables les deux bases qui sont sélectionnées avec les deux tables donc équivalentes. L'idée, ça va être d'échanger, de recopier des données de l'une vers l'autre. Donc je vais pour cela créer un lien entre les deux tables. Donc je sélectionne mes deux tables ici, je les ajoute afin de créer un lien en fait entre la table de tendance de la base principale et la table de tendance de la base secondaire. Ensuite, je vais indiquer comment je vais consolider les données. Donc, je pourrais faire de façon bidirectionnelle, c'est-à-dire recopier des données de l'une vers l'autre et de l'autre vers la première. Je vais choisir plutôt ici une recopie unidirectionnelle, c'est-à-dire copier les informations de la base principale, qui est actuellement la plus complète, vers la base secondaire, qui, elle, ne stocke plus de données depuis déjà une heure. Ensuite, je vais indiquer la façon dont je vais exécuter la réplication. Donc, ça peut être fait soit à la demande, soit de façon programmée, selon des critères horaires. Donc là, je vais prendre plutôt à la demande, et puis je vais choisir de stocker, de recopier toutes les données. J'aurai la possibilité éventuellement, si j'avais souhaité, de faire un filtre sur une période ou entre plusieurs dates. Là, je prends toutes les données. Donc, je termine la configuration de l'assistant où j'ai configuré donc mon objet réplication qui va me permettre de recopier des données d'une base vers l'autre. Dans PCView, en fait, pour utiliser l'objet de réplication, je vais me servir donc d'un script SCADA basique qui va être déclenché ici à partir d'une action bouton. Donc, j'ai une action bouton réplication. Si je passe en mode édition, si je passe en mode édition, je verrai donc dans les propriétés du bouton, simplement je vais faire un forçage d'un programme SCADA basique avec une fonction réplication qui aurait été programmée dans un script. Donc script auquel je vais accéder par mon éditeur de script SCADA basique. Donc j'ai indiqué que c'était le programme qui s'appelle réplication. Je vais aller chercher ici. Et l'éditer, donc simplement pour voir le contenu. Donc il a également une procédure, donc il a une fonction réplication dedans, telle qu'elle est appelée sur le bouton. Et simplement dans cette procédure, je lance une instruction application qui va charger donc l'outil Réplication Manager, donc qui est un programme qui va se situer dans le répertoire Arc Informatique PCView 15 bin. Donc le binaire en fait qui va jouer le rôle de réplication. Ensuite, avec différents arguments qui sont programmés, donc j'ai ici notamment le nom de l'objet réplication que je vais utiliser, donc celui que j'ai paramétré dans le Database Manager. Et puis différents arguments, par exemple, ici j'ai le nombre de la période sur laquelle je vais remonter pour répliquer les données. Donc il doit correspondre aux 5 dernières minutes. Ici, vous avez L égale 300. Le 300 correspond au nombre de pas qui est programmé. Donc la réplication en fait, va être subdivisée en différentes étapes intermédiaires ou pas. Et donc là, j'ai le nombre de pas qui est programmé en fait, donc de séquences successives qui vont être exécutées lors de la tâche de réplication pour recopier les données. Donc voilà pour l'aperçu du programme SCADA basique. Je vais donc fermer l'éditeur. On va passer en mode exécution. Et donc lancer la tâche de réplication à partir du bouton ici. Donc j'ai une fenêtre que je peux masquer ou faire afficher. Là, il a été choisi volontairement de la laisser afficher pour montrer en fait les différentes traces qui se déroulent donc lors des tâches de réplication, donc de recopie des données de la base principale vers la base secondaire. Et à partir de là, je vais pouvoir aller vérifier le résultat obtenu. Donc, en allant visualiser, je peux reprendre le Database Manager et aller revisualiser les données
de ma base secondaire. Donc si je resélectionne ma base secondaire, je vais sur ma table de tendance, puisque c'est celle-ci sur laquelle j'ai effectué la réplication, voir les données, et je vais pouvoir donc exécuter sur les 1000 dernières lignes. Voilà, donc le redatage en fait des dernières données, donc le 8 avril 11h50, donc plus 2, ça fait 13h50, donc ça correspond en fait aux différentes données qui étaient stockées par le projet dans la base principale et qui ont été donc recopiées dans la base secondaire au moyen de l'objet réplication. Donc voilà pour la partie qui concernait le fonctionnement du Database Manager. Ensuite, donc, François a évoqué la notion de plan de maintenance, donc qui est l'objet qui va pouvoir être programmé dans PCVue afin d'effectuer différentes tâches de maintenance sur la base de données. Donc, si on regarde avec l'application Explorer, sur les bases de données, donc dans la partie archivage, base de données, je retrouve donc mes deux bases, ma base principale, ma base secondaire. Si je prends par exemple ma base principale, dans les propriétés, onglet SQL Server, on a par défaut une purge d'urgence qui est programmée, donc qui permet de supprimer une partie des données à partir du moment où la base atteint un certain pourcentage de sa taille maximale. Donc ici, par exemple, par défaut, que lorsque la base a atteint 80% de sa taille maximale, le mécanisme de purge d'urgence va purger automatiquement 10% des données. L'utilisation de cette purge d'urgence n'est pas conseillée dans la mesure où déjà ça peut prendre un certain nombre de ressources lors de son exécution. Et puis également, on ne maîtrise pas en fait l'âge des données que l'on va purger. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité de dire je veux purger les données plus anciennes, donc remontant par exemple à plus de 1 mois. Les données qui vont être purgées, en fait, on ne maîtrisera pas forcément le temps, l'âge, l'ancienneté des données qui vont être supprimées, donc ce ne sera pas nécessairement les plus anciennes qui vont être supprimées. Donc ce mécanisme de purge d'urgence est là, on va dire, comme garde-fou pour éviter que la base atteigne sa taille maximale et que vous ne puissiez plus stocker de données à l'intérieur. Mais c'est, comme son nom l'indique, réservé pour uniquement l'urgence, donc s'il y a une notion de dernier recours. Et donc, il est recommandé de ne pas s'appuyer sur ce mécanisme-là uniquement pour maintenir sa base, mais d'utiliser un plan de maintenance, tel qu'on va le voir, donc qui pourrait être configuré dans PCVue ou qui peut être également, ça peut être également les plans de maintenance par le système offert par le système de base de données, comme le SQL Server par exemple. Vous avez également des outils natifs qui permettent de faire ça. Pour le plan de maintenance PCVue, par contre, ça a la possibilité de réaliser ces actions depuis PCVue, et puis également pour, par exemple, le SQL Server version Express, où vous n'avez pas les outils natifs pour faire les plans de maintenance, le PCVue fournit justement les outils pour paramétrer ça. Donc le plan de maintenance, on va le créer en fait à partir de l'icône ici. Il va falloir définir donc le calendrier d'exécution, donc la date à laquelle on va effectuer la purge, et puis également la fréquence avec laquelle on va effectuer la purge ou les autres opérations de maintenance. Et puis également donc, les tâches qui vont être gérées par le plan de maintenance, donc tâches d'export, tâches de purge, compactage, défragmentation, etc. Donc dans ces propriétés de plan de maintenance, une fois qu'il est configuré et défini, on va d'abord aller configurer donc, la partie schedule, donc programmation horaire. Donc j'ai une interface de programmation horaire ici avec
donc un mode de déclenchement pour le plan de maintenance. Donc en éditant ce mode de déclenchement, on va pouvoir aller indiquer donc à quel moment on va déclencher le plan de maintenance et puis tous les combien on va l'exécuter. Donc si je vais sur l'onglet répéter, je vais pouvoir définir la fréquence avec laquelle je vais pouvoir répéter le déclenchement du plan de maintenance. Donc ça peut être fait toutes les heures, tous les jours, semaines, mois, etc. Pouvoir définir ici par exemple, indiquer que je vais l'exécuter toutes les heures. Et puis donc dans l'onglet général, indiquer à quel moment je vais exécuter le plan de maintenance. On va dire il est 13h56, on peut indiquer à 13h, on va dire. On va laisser un peu de marge, donc voilà, j'ai le plan de maintenance donc, qui est configuré pour être déclenché à 59 minutes. Donc le prochain déclenchement sera à 13h59, et puis ça sera répété bien toutes les heures, puisque j'ai indiqué une fréquence d'une heure. Une fois défini le mode de déclenchement, je vais pouvoir configurer dedans les tâches que va réaliser ce plan de maintenance. Donc les différentes tâches qui sont possibles. On va pouvoir avoir la liste ici, donc dans les différentes opérations. Donc si je choisis par exemple une opération d'export, je vais pouvoir indiquer dans l'onglet export la configuration plus particulière du volume de données que je veux exporter. Donc par exemple indiquer que je vais exporter des données sur la dernière journée en cours, et puis avec un décalage de temps, donc par exemple à 0. Donc je vais exécuter en fait les données remontant sur le jour courant. Ensuite, en dessous, on a les formats de fichiers vers lesquels on va exporter les données. Donc, je vais laisser format texte, par exemple, par défaut. On peut exécuter par le même plan de maintenance d'autres opérations. Donc, je peux, par exemple, ajouter une deuxième opération de compactage, par exemple. Donc, je vois sur le compactage, par contre, je n'ai pas d'option spécifique à renseigner. On peut par contre indiquer la séquence pour chaque tâche pour indiquer en fait comment les tâches vont s'enchaîner, c'est-à-dire quelle tâche va être prioritaire, attendre que la première tâche soit complétée avant que le plan de maintenance exécute la deuxième. Donc on peut par exemple choisir d'exécuter le compactage après le tâche d'export. Donc en résumé, sur l'interface ici, donc j'ai les deux tâches que j'ai programmées, la base de données à laquelle elle s'applique, puisqu'on peut avoir le plan de maintenance pour éventuellement effectuer des tâches sur différentes bases de données, l'opération concernée, l'ordre dans laquelle ça va s'exécuter. Donc l'export en premier, puis une fois que l'export sera terminé, l'opération de compactage. Ensuite, on va pouvoir aller donc vérifier le résultat de l'export. Donc les fichiers en fait réalisés par la tâche d'export vont être exportés donc, dans le répertoire database. En dessous, je vais avoir un répertoire export avec le chemin de ma base de données, les différentes tables, et puis le fichier qui a été généré lors de l'export. Donc j'avais un fichier déjà précédemment généré, correspondant à un export précédent. Le dernier en fait qui a été exporté, c'est celui-ci, donc le 8 avril à 13h59. Si je l'édite, je retrouve dedans donc les différentes données qui ont été exportées de ma base de données, donc correspondant à en remontant sur la précédente journée. Donc les données les plus récentes, 8 avril 11h58, donc si on considère que c'est GMT, à GMT plus 2, ça donnerait 13h58.
Et puis donc, on remonte en fait sur les informations, donc jusqu'à la veille, 21h34, parce que c'est pas nécessairement dans la base de données, des données qui remontaient sur l'après-midi. Donc voilà, ce sont les données les plus anciennes qu'il a pu trouver. Donc il m'a exporté toutes les données en fait qui concernaient aux critères de paramétrage de l'export. Ces informations-là, donc ensuite, je peux éventuellement les réimporter dans ma base de données si nécessaire au moyen de l'outil database import qui se trouve ici. Donc, ce qui me permettrait de réinjecter en fait les données qui ont été exportées précédemment dans ma base de données. Donc voilà pour la partie présentation du plan de maintenance. Ensuite, donc sur les outils de diagnostic, François parlait précédemment donc des traces générées par le module HDS et puis également pour des variables système. Donc concernant les traces, HDS en fait va générer ses propres fichiers de traces comme PCVue le fait par ailleurs, que l'on va retrouver donc dans le répertoire de traces habituel, donc sous C informatique, répertoire d'installation par défaut, PCVue 15, bin, logfiles, donc le fichier qui contient l'ensemble des traces générées par PCVue. On verra donc plus précisément les traces générées par le module HDS. En fait, ça va être les fichiers donc, qui vont s'appeler hds.log, hds1.log, hds2, etc., correspondant aux différents démarrages de PCVue. Donc le hds.log correspond à la session en cours. Je trouve donc dedans, dans ces traces, en fait, les traces qui ont été générées par le module HDS, donc au démarrage, par exemple, les traces qui concernent le chargement des configurations, donc avec les fichiers de configuration hdsconf, hdstrain.dat. Voilà, ensuite, les différentes activités en fait qui va être générée par le module HDS va pouvoir être tracée dans les fichiers de traces correspondants au fur et à mesure de l'évolution, par exemple, de la situation. Vous avez également donc dans la colonne ici, juste après la colonne HDS, information qui peut être utile. La lettre I en fait correspond à information. Ça donne une idée en fait du type de trace concernée. Juste au-dessus, j'ai un W donc qui va correspondre à warning. Donc la lettre en fait sur la colonne après HDS peut vous permettre de diagnostiquer si c'est une trace d'erreur. Donc E, W warning, I information et A audit en fonction des niveaux de traces que l'on aura activés dans HDS. Ces traces sont générées par le module HDS. Donc on retrouve donc l'icône ici en barre de tâches. Donc l'icône en question correspondant à la fenêtre HDS. J'ai la possibilité d'ouvrir cette fenêtre et de pouvoir accéder via le menu debug aux paramètres qui me permettent d'indiquer ce que je vais tracer. Donc les niveaux, la rubrique au-dessus correspond au niveau de traces sur fichier, donc aux différents filtres de traces que je vais activer pour tracer ou non les événements de niveau correspondant. Donc par exemple ici, j'ai activé par défaut les traces de niveau erreur et warning. Donc tout ce qui correspond à erreur ou à warning sera susceptible d'être tracé sur fichier. On aurait la possibilité éventuellement de tracer tout ce qui est de niveau information et de tout ce qui est également de niveau audit. Attention aux traces d'audit, ça peut être assez gourmand en termes de ressources. Donc les traces d'audit seraient utilisées uniquement, on va dire, en cas de besoin, si vous avez vraiment un besoin spécifique de façon ponctuelle. À ce moment-là, visualisez des traces d'audit, pensez à les activer à la suite quand vous n'en aurez plus besoin. Donc la partie haute concerne les traces sur fichier et puis la partie basse concerne les traces sur écran. Donc on a également la possibilité de tracer dans une fenêtre ce qui se passe au niveau du HDS. Donc avec des niveaux de traces qui vont être gérés différemment de ce qui est envoyé vers les fichiers. Donc ici par exemple, trace sur écran, on va tracer ce qui est de niveau erreur, warning
et informations. Donc ces traces-là sur écran sont visibles à partir du menu Debug ici, traces. Vous avez en fait une fenêtre qui va vous indiquer donc ce qui a été généré par le module HDS depuis le démarrage. Donc on a également les traces des chargements des fichiers de configuration. Ensuite, on a les activités, par exemple, de chargement des tables. Donc pour la base principale, puis pour la base secondaire, en dessous. Voilà. Donc je peux peut-être éventuellement trouver aussi des traces, par exemple, de l'exécution de mon plan de maintenance. Donc qui était ajouté là, où il a exécuté donc, le scheduler qui correspond au plan de maintenance que j'ai programmé tout à l'heure, avec les tâches d'export, donc le déroulement des traces, démarrage de l'export, fin de l'export pour les tables de tendance, pour la table des consignations. Et puis ensuite, donc la deuxième tâche qui était programmée, donc une fois que l'export a été terminé, c'était la tâche de compactage. Donc j'ai les traces ici, début du compactage, fin du compactage. Donc ce qui a été réalisé par le plan de maintenance a également été tracé par la fenêtre du module HDS. Donc voilà pour la configuration des traces du module HDS. Donc si on revient sur les fichiers, on pourrait également voir donc les informations donc, qui correspondent au démarrage précédent de HDS, donc HDS1, HDS2, etc. Sur le même principe que les traces PCVu correspondant aux différentes sessions, donc aux différents démarrages de PCVu. On a également un fichier macrotrace.log qui, lui, permet de visualiser, on va dire, une sélection des événements, mais sur du plus long terme. Si on veut remonter plus loin, la possibilité à ce moment-là de visualiser les événements principaux qui se sont produits de façon condensée, mais par contre qui permet de remonter à plus loin dans le temps. Donc voilà pour la partie trace du module HDS. On va également pouvoir utiliser comme outil de diagnostic les variables système liées à HDS. Donc on y accède par l'application Explorer, l'arbre des variables. Et donc dans l'arbre des variables, ça va se retrouver dans la branche système et plus spécifiquement donc dans la sous-branche HDS, donc qui correspond au module d'archivage en base de données. Vous allez avoir des informations qui vont être spécifiques à chacune de nos bases. Donc, on va retrouver sous les différentes branches ici, donc la branche de ma base principale, la branche de ma base secondaire, et puis des informations plus générales pour l'ensemble du module HDS. Donc, par exemple, l'information qui indique si le HDS est démarré, si le nombre d'enregistrements qui peuvent être en cours de traitement, un flag qui indiquera si HDS est en saturation ou non, un compteur d'erreur ou d'absence de réponse, donc il est susceptible de s'incrémenter si HDS voit passer un certain nombre d'erreurs. Et puis donc ensuite, sous les branches de chaque base de données, si je vais par exemple sur la base principale, des variables qui vont être propres à cette base de données. Donc la possibilité par exemple de visualiser si HDS est déconnecté de la base concernée ou non, par un passage à 1 de cette variable. Une indication, savoir si la base est pleine ou non, donc également de façon par une variable booléenne. Une variable qui indiquera si le disque qui héberge la base de données est plein. L'espace alloué, l'espace utilisé par la base de données, et puis également donc, des variables booléennes qui permettent d'indiquer s'il y a une tâche en cours, par exemple, sur le plan de maintenance concerné. Donc par exemple, la variable export ici, qui passera à 1 si l'export est en cours de déroulement. Même chose, si on avait, par exemple, tout à l'heure, on a vu la tâche de compactage.
la tâche de purge également, donc avec indiqué savoir s'il y a une purge en cours ou pas. On a la possibilité donc de pouvoir visualiser ces variables-là, et puis également de les utiliser dans votre projet sous forme d'animation, par exemple, si vous voulez surveiller ces informations. Donc pour passer sur un cas d'utilisation, on va donc simuler en fait une déconnexion du module HDS à la base de données. Donc pour cela, je vais utiliser le service SQL, faire en sorte de l'arrêter, dans la mesure où mes bases sont locales. Ça permettra de simuler une déconnexion temporaire de la base de données. Donc, je vais arrêter le service SQL Express. Et je vais pouvoir donc visualiser sur ma base de données donc la déconnexion. Donc effectivement, ma base principale, la variable de déconnexion, le flag de déconnexion est passé à 1. Même chose donc pour la base secondaire. Et puis au niveau des variables globales du HDS, ben, je vois par exemple que j'ai un compteur d'erreur qui commence à qui s'est incrémenté. Si je vais visualiser donc les traces du module HDS, donc je retourne sur la fenêtre de HDS, debug traces. Donc je vois en fait que ben, j'ai des traces de niveau erreur, donc symbolisées par la lettre E ici, qui sont apparues, avec les différentes erreurs correspondant à la déconnexion de la base de données, enfin des bases de données en fait, vis-à-vis du HDS. Donc la possibilité de le surveiller soit à partir de l'application Explorer, les variables système HDS, soit à partir des traces, je vois en fait la répercussion de cet événement. Donc là, c'est une déconnexion simulée en local. Après, si c'était une déconnexion avec une base en réseau, ben, il faut vraisemblablement voir dans ces cas-là l'état de la base de données sur le serveur distant, voir s'il y a un souci de connexion entre la machine PC vue et le serveur de base de données, vérifier le réseau, les routeurs, etc. Donc ensuite, je vais pouvoir simuler la reconnexion à la base de données et puis réactiver donc le service concerné et voir donc comment se déroule la reprise de la communication entre HDS et la base de données. Donc j'ai redémarré le service SQL. Et je vais pouvoir donc visualiser l'état de mes variables qui indiqueront donc la reconnexion de la base de données, ainsi que les traces donc, que je peux suivre dans la fenêtre ici. Donc ça va prendre un certain temps. Je vois qu'a priori la base principale est revenue. Donc j'ai le flag disconnect qui est retombé à 0. Pour la base secondaire également.
Donc, j'ai retrouvé normalement la connexion à la base de données dans les traces du module HDS. Également donc, des traces de tentatives de reconnexion. Et puis, la trace de connexion de la base principale. Donc, j'ai pu retrouver en fait la connexion déjà donc d'après la trace avec la base principale. Oui, dans la mesure où HDS historise de toute façon uniquement dans la base principale en direct. Donc, j'ai les traces de reconnexion avec cette base de données. Et puis, je vais pouvoir donc visualiser également. Je vais pouvoir visualiser également donc que j'ai retrouvé en fait les données dans cette base-là. Donc si je visualise en fait la courbe, je vois qu'a priori les données ont continué à être historisées et donc sont tracées dans ma fenêtre de courbe qui relie la base de données. Dans la mesure en fait où le temps de la déconnexion, les données ont pu être bufferisées par le module HDS, donc stockées dans des fichiers que je retrouve ici. Donc, dans mon répertoire database, en fait, les fichiers .hds qui ont permis de servir de tampon pendant le temps où la connexion était perdue et qui ont été reversés ensuite, dont le contenu a été reversé ensuite à partir du moment où j'ai retrouvé la connexion avec les bases de données. Ça m'a permis en fait de garder la continuité de l'archivage en stockant temporairement les informations le temps que la connexion était perdue et pouvoir récupérer ces informations à partir du moment où j'ai retrouvé la connexion à la base de données. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je laisse la suite donc, à François. Merci, merci Philippe. Merci Philippe pour cette présentation. Alors maintenant, on a eu quelques questions, donc on va prendre un petit temps pour répondre aux questions. Donc, Philippe, si tu vois aussi des questions auxquelles tu souhaites répondre plus particulièrement, tu peux me les transmettre. On va essayer d'y répondre. Là, moi, j'en ai une première concernant l'utilisation donc du HDS et de ce mode de licence. Donc, il faut savoir que le HDS fait partie intégrante de PCVue et n'est pas une option et donc n'est pas soumis à une licence en particulier. Vous pouvez l'utiliser dès lors que vous utilisez PCVue. Alors, une autre question. Alors, est-ce que PCVue enregistre dans une base de type MySQL et ou dans le cloud? Alors, Philippe, je te laisse répondre. Oui, donc effectivement, on n'a pas la possibilité donc d'utiliser un archivage tel que HDS pour stocker dans une base MySQL ou dans une base du cloud, par exemple, sur Azure par exemple.
Mais par contre, on peut utiliser en fait le connecteur universel de données, donc le module UDC, pour se connecter à une base. Donc par exemple, ça pourrait être une base MySQL, également PostgreSQL, et puis également une base du cloud telle que Azure SQL Server. Donc la possibilité en fait de s'interfacer par PC vue avec le connecteur de données pour pouvoir lire ou écrire des informations dans une base de ce type. À partir du moment où vous avez un fournisseur, un provider, ADO.NET en fait, qui permet de se connecter à cette base de ce type, on peut passer par le connecteur UDC pour lire ou écrire des informations. Ça pourrait être fait par exemple au moyen de programmes SCADA basiques pour faire l'écriture de l'insertion de données dans une base. Ok, merci Philippe. Peut-être une autre question. Alors, peut-on afficher les données archivées autrement que via un trend viewer ou un log viewer? Philippe, si tu... Donc hormis effectivement la possibilité donc d'afficher ça sous fenêtre de courbe ou sous une fenêtre de consignation, on a également la possibilité d'utiliser l'objet iGrid, donc présentation des données en fait sous forme de grille et plus précisément donc en mode historique afin de visualiser les informations archivées. Et puis également, donc, on a la fonction SQL variable à venir, donc et variable en fait SQL qui permet donc de s'interfacer avec, une base de données pour récupérer les informations provenant d'une requête adressée à cette base. Ok, merci. Merci pour cette précision. Alors, d'autres questions? Alors là, j'en vois une à laquelle je vais pouvoir répondre. Nous sommes actuellement avec des archives de type propriétaire au sein d'une architecture multiposte. Pour quel motif vous nous conseillez de passer en HDS? Alors, une des raisons d'utiliser le HDS, incluant les architectures multipostes, c'est ce qu'on a montré pendant cette session, c'est-à-dire la possibilité de faire des réplications de base. Et donc, vous pouvez imaginer une architecture avec deux serveurs redondants d'historique sur une architecture multiposte dans lesquels donc, on archive en HDS, avec donc la possibilité d'avoir une redondance complète des archives et une capacité de consolider, de répliquer les données de ces bases de données. Un autre avantage, et là ça dépend un petit peu du contexte, c'est l'ouverture de SQL et la possibilité de plus facilement, peut-être qu'avec des formats propriétaires, d'exploiter ces données vers d'autres systèmes. Donc ça peut être les deux éléments. Des architectures qu'on voit également assez fréquemment sont des architectures où des postes clients vont archiver localement un certain nombre de données en propriétaire et d'autres données plutôt vers des serveurs d'historique HDS distants. Et donc de cette manière-là, centraliser l'ensemble des archives du système sur une base SQL et
des archives plus spécifiques à un poste client en archives propriétaires. Voilà. Après, bon, il peut y avoir d'autres raisons, ça dépend un petit peu du contexte aussi, hein, de l'architecture définie. Alors, d'autres questions, je ne sais pas Philippe si tu en vois, auxquelles tu pourrais répondre. Alors là, j'en vois une. Peut-on savoir si l'archivage se fait bien en cas de crash de l'instance SQL? Bon, là, je pense qu'on a répondu avec les variables système, hein, qui nous indiquent en fait le statut des différents archivages. Il y a également la question de M. Marshall en dessous. Si absence de base de données, est-ce que les archives peuvent être conservées en tampon pour être transférées lorsque la base est de nouveau disponible? Donc effectivement, oui, si la base n'est plus... si le HDS perd la connexion à la base de données comme on a pu voir, donc les données ont été en effet conservées dans les fichiers tampons pour HDS. Et on a vu qu'elles ont pu être récupérées en fait en base de données, puisqu'en fait on n'avait pas de trou sur la courbe tracée. Donc c'est que les données avaient été correctement reversées dans la base lorsque la base est devenue à nouveau disponible. Donc lorsqu'on a retrouvé la connexion à la base de données. Donc en l'occurrence sur l'exemple réactiver le service SQL Server. Je ne sais pas si c'est... Ok. Si c'était ça, voilà, indisponibilité de la base Ouais. via le réseau. Ouais. Ok, bon, il y a d'autres questions. Ce qu'on va faire, on va arrêter la session live là et on vous recontacte individuellement pour aborder les questions que vous avez. Il y a des personnes qui ont posé un certain nombre de questions où il va être difficile de répondre de manière générique là, mais donc on recontacte toutes les personnes qui ont bien voulu poser des questions. Et nous allons terminer cette session en vous remerciant vivement de votre présence. Et donc, ainsi s'achève cette série sur la maintenance d'un projet PCVU. J'espère qu'elle aura apporté un certain nombre d'informations à ceux qui ont suivi les épisodes. D'autres séries sont à venir sur un certain nombre de sujets. Donc, vous serez informés par nos canaux de communication habituels. Et le replay de cette session sera également disponible. Vous allez recevoir un mail dans l'après-midi avec le lien et il sera publiquement disponible sur YouTube d'ici une semaine. Merci encore Philippe, merci à Merci vous à tous. tous, vous toutes et vous tous, et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.